L'art habite-t-il en région ? C'est une question qu'on se pose depuis le 19e siècle et qu'on continue à se poser aujourd'hui. Pour y répondre, direction Châteauroux, au couvent des Cordeliers, où une exposition généreuse et gratuite nous attend à seulement 2 heures de train de Paris jusqu'au 21 septembre. Bonjour à tous, moi c'est Marion, la créatrice de contenu en art contemporain. Grâce au commissariat d'exposition d'Alexandre Rocuzzo, qui m'a fait l'honneur d'une visite guidée, j'ai découvert une dizaine d'artistes que je ne connaissais pas. Chacun représente une région française jusqu'aux régions d'outre-mer, trop souvent laissées de côté en France métropolitaine. L'idée, c'était que quand on rentre dans cette exposition, il y a une sorte de paysage. C'est quand même un espace qui a une architecture particulière puisque c'est une ancienne chapelle. Et donc, je me suis dit, si on peut pas utiliser les murs, il faut utiliser le sol finalement. Et le sol qui est cette espèce finalement, quand on le relève, qui est une espèce de grand rectangle comme ça m'a fait penser à une image un petit peu bizarre qui était cette image d'une porte de frigo. J'ai pensé aux magnettes des départements qu'on trouvait dans les paquets de cordon bleu, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de réfléchir à une carte de France. Voilà, ici, on choisissait un artiste par région. Alors, les départements, ça aurait été génial, mais alors, c'était pas, il fallait le Centre Pompidou, quoi. Un jour, peut-être. Aujourd'hui, il y en a 18. J'ai fait un tableau, tout simplement. J'ai pris un cahier, une feuille, un papier. J'ai mis le nom des régions, tac, tac, tac. Et en face, je me suis dit, est-ce que je connais des artistes? Est-ce que je connais un artiste dans cette région? Et je connais, plein d'artistes, et là c'était plus se dire ah ouais, si je dois en choisir qu'un, lequel ou laquelle je prends. Et après c'est bête, mais par exemple Mayotte, la Guadeloupe, je me suis dit des régions que j'ai jamais mis les pieds, je me suis dit est-ce que j'en connais? Et non, en fait il y en a plein que je connaissais pas. Donc il y a eu un vrai travail de recherche qui a été fait. Cette exposition, elle parle de la France, mais en fait c'était intéressant de se dire aussi finalement c'est quoi la France? C'est-à-dire, il y a plein d'artistes là dans l'expo qui travaillent en France mais qui sont pas forcément français. En fait, si tu prends les régions d'outre-mer, le centre de la France il est au milieu de l'océan. Et souvent dans les expositions autour de la France où c'est toujours très métropolitain, il n'y a pas les outre-mer. Évidemment, les artistes de chaque région, c'est pas les meilleurs, c'est pas les gagnants. J'ai fait des choix en fonction des techniques, j'ai fait des choix en fonction de l'espace aussi. Je veux qu'il y ait une parité, déjà, ça me paraît important au niveau du genre. Je veux qu'il y ait aussi surtout une parité au niveau des techniques, c'est-à-dire qu'il y ait de la sculpture, de la peinture, de l'installation, de la vidéo, une exposition de découverte de l'art contemporain. Et j'ai aussi voulu que ça soit une exposition très colorée. À chaque fois que je venais à Châteauroux, ils me disaient c'est une expo d'été. Ça m'a fait penser à Tube de l'été et j'ai pensé à la Macarena et je me suis dit il faut faire la Macarena en exposition, quoi. Un truc qui soit très coloré, qui soit joyeux. Et du coup c'est comme ça aussi qu'après est venue l'idée de représenter au sol les régions. Si on les colle, on peut reconstituer la carte de France. Elles sont à l'échelle. Et de faire finalement tout ce qu'on fait pas normalement dans une exposition. C'est-à-dire mélanger des trucs qui n'ont rien à voir entre eux, faire des choix qui sont pas du tout des choix scientifiques mais qui sont des choix purement subjectifs. Moi j'aime bien faire tout ce qu'on fait pas d'habitude. Alors c'est parti, je vous emmène faire le tour de France avec moi, parce qu'évidemment nous sommes là pour découvrir 18 artistes. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quels artistes vous avez découverts. Françoise Semiramov, surnommée le Caravage créole, détourne la dramaturgie du maître de la noirceur pour y injecter la vitalité de la créolité. L'absence de regard des personnages est particulièrement puissante. Privés de leurs yeux, ils perdent une part essentielle de leur humanité et de leur individualité. Ce vide dans le regard incarne symboliquement la dépossession des peuples colonisés, tout en invitant le spectateur à combler ce manque, à s'interroger sur ce qui se cache derrière ce mutisme forcé. À l'inverse, la végétation luxuriante et les couleurs éclatantes qui envahissent ses compositions viennent redonner vie et puissance à ces scènes. De cette vitalité créole à la nature omniprésente, on glisse vers un autre rapport au monde naturel, plus technologique et protecteur. Avec Windy Drop, Jean Bonichon imagine une œuvre à la frontière de la sculpture, du design prospectif et de l'ingénierie expérimentale. Conçue en collaboration avec des scientifiques et le Conservatoire du Littoral, cette capsule insubmersible peut accueillir 2 personnes et leur permettre de survivre en totale autonomie pendant 3 jours. Rien ne semble pouvoir l'emporter, ni les tempêtes, ni les flammes. On dit même qu'il s'agit de la seule sculpture au monde testée en soufflerie. Issu du protocole Monde Nouveau lancé par le ministère de la Culture en juin 2021, ce prototype est une réponse à la fois pragmatique et profondément poétique au bouleversement climatique qui s'annonce. Son apparence déroute, impossible de ne pas y voir tour à tour un jouet XXL, un tétard punk coiffé d'une crête ou encore une improbable vieille Volkswagen échappée d'un rêve surréaliste. Là où l'imaginaire apocalyptique évoque volontiers des univers à la Mad Max, Jean Bonichon répond par un objet étonnamment attendrissant. C'est justement cette cohabitation entre humain et nature que réinvente Esther Waro, qui compose des vidéos où la nature n'est plus un simple décor.
elle devient un véritable personnage, porteur de mémoire et d'histoires enfouies. Dans Belova A, qui s'inscrit dans une série autour du patrimoine malgache, chaque image semble puiser dans les mythes et les récits oraux de l'île. Avec un humour discret, une sensibilité fine et une poésie visuelle assumée, Esther Waro nous invite à contempler un monde végétal qui s'anime, palpite, vit. Ces mouvements dialoguent subtilement avec l'installation de Ségolène Tuilart, placée juste à côté. Enfin, cette expo, elle est géniale parce que entre eux, tu vois les plantes, le truc, le machin, tu te rends compte que chacun a des délires et nous parle du monde d'aujourd'hui. Et enfin, moi, ça m'aide clairement à comprendre le monde, en fait. Avec beaucoup d'humour et une pointe de malice, Ségolène Tuilart s'amuse à tisser des liens improbables entre le monde du travail, la nature et l'absurdité de nos vies contemporaines. Le soir du vernissage, elle a présenté une performance intitulée « Évasion d'intérieur ». Imaginez un bureau ordinaire, sauf qu'au lieu de réunions et de paperasse, on y trouve une séance de relaxation un peu ironique, entourée de plantes vertes de bureau parfaitement alignées. Pas besoin d'aller en forêt pour se reconnecter à la nature, elle amène la forêt jusqu'à votre open space. Dans cette performance, l'artiste est physiquement présente, presque comme une hôtesse étrange qui vous glisse sa carte de visite entre deux respirations profondes. Ici, la nature est mise en pot et disposée avec soin comme un mobilier de bureau un peu trop parfait. L'installation qui reste après la performance, prolongée par une création sonore, continue de jouer avec ces décalages. On y entend un murmure de médiation, comme si les plantes elles-mêmes se mettaient à expliquer le monde. Tout ça questionne nos façons de ranger le monde en catégories, tout en valorisant les récits individuels, les petits détails du quotidien et de notre intimité. C'est justement dans des espaces intimes et fragmentés que s'immiscent les peintures de Cécile Molini, ouvrant des mondes clos, presque secrets, mais traversés d'échappées, fenêtres, portes, autant d'ouvertures qui ressemblent à des yeux. On a vraiment cette sensation troublante de regarder la toile tout en se sentant regarder en retour. Dans son travail, on sent un amour profond pour la peinture. La Renaissance y croise les années 60, et de ce mélange jaillissent des images à la fois candides et parfaitement maîtrisées. Derrière des méduses pop sur fond arc-en-ciel ou des architectures étranges, presque impossibles, on devine des références précises, Georgia O'Keeffe ou le surréalisme qui rappelle Giorgio de Chirico. Elle choisit l'huile plutôt que l'acrylique. La matière est là, généreuse, épaisse, presque débordante, une peinture qui dégueule de maîtrise et d'énergie. Ces formats, jamais tout à fait classiques, renforcent ce sentiment d'isolement vibrant. Même les titres, l'été indien, les mille et une nuits, prolongent cette impression de flottement. On se retrouve dans un rêve éveillé, dans un temps suspendu hors du monde, face à des toiles qui, elles aussi, semblent avoir une âme. Dans un tout autre registre, c'est aussi cette idée de renversement des codes et des attentes qu'explore Loïs Simsac, qui a d'abord été plongeur acrobatique de haut niveau avant de devenir artiste. Dans sa pièce Upside Down, il dresse un podium inversé, une sorte de monolithe étiré de 3 mètres de haut qui ressemble autant à un plongeoir qu'à un doigt d'honneur adressé à l'ordre établi. Il reprend exactement le style du stade panathénaïque d'Athènes, là où ont eu lieu en 1896 les premiers Jeux olympiques modernes à travers ses chiffres et sa couleur. Mais ici, plus de première marche, tout le monde se retrouve au même niveau. On croit souvent que c'est le plus fort, le plus talentueux ou celui qui a le plus travaillé qui gagne. Mais il pointe du doigt l'absurdité et l'aléatoire de la compétition. Il suffit parfois d'un rien pour basculer du côté des perdants ou des gagnants. Faisons appel à un sens souvent négligé, l'odorat, pour raconter des histoires et des territoires autrement. D'origine québécoise et installée à Rennes, Julie Fortier travaille sur ce qu'on ne voit pas, l'odeur comme médium artistique. Formée à la parfumerie, elle conçoit des fragrances qui évoquent des territoires entiers. Dans Orée du jour, par exemple, elle imagine l'odeur des sous-bois de la région Grand Est. On peut soulever et sentir. Ça sent la région Grand Est. Tout à fait. Alors les odeurs en vidéo, ça passe moins bien, mais tu veux faire sentir aux gens. Alors quelles sont les odeurs? Oui, voilà, c'est ça. L'œuvre se présente dans un flacon vert kryptonite, un drôle d'objet hybride façonné à partir de 3 moules différents, un petit monstre à la Frankenstein qui fait écho à la fusion des 3 régions qui composent le Grand Est. Son travail demande une vraie écoute, une concentration profonde, presque une abstraction de tout ce qui nous entoure pour se laisser porter par ce que l'on sent. Je l'avais déjà vu au Frac Lorraine à Metz, ses œuvres ont même la chance d'aller à la rencontre d'enfants scolarisés dans les environs. C'est une démarche à la fois scientifique et poétique qui transforme un simple souffle d'air en Madeleine de Proust olfactive. Je parlais d'amour pour la peinture, laissez-moi vous présenter le travail d'Anaïs Prouzet, qui explore à son tour la mémoire, mais à travers le regard et le temps qui passe. Ses portraits peints à l'huile parlent du temps qui file. Elle est littéralement hantée par cette idée, le temps qui passe, la mort, la disparition de celles et ceux qu'elle aime. Alors, dans sa série « Et puis plus rien », elle a demandé à ses modèles
amis, familles, proches, de poser en imaginant leur propre mort, comme s'ils veillaient déjà sur ceux qui resteraient. Certains baissent les yeux, d'autres les lèvent vers le ciel, on devine leurs croyances, leurs doutes, leurs tentatives de se projeter dans un ailleurs. Et au milieu de tout ça, il y a même le commissaire de l'exposition, représenté sans détour comme un clin d'œil à la complicité qui les lie. Ils habitent à 2 minutes l'un de l'autre. Un pied de nez aussi aux règles tacites. Normalement, un commissaire ne se met pas en avant. On lui apprend à rester objectif, à ne pas créer des œuvres à partir des œuvres des autres. Mais après tout, dans l'histoire de l'art, les artistes ont toujours peint leurs mécènes, leurs amis. Alors, pourquoi pas ? De mettre mon nez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui était quand même un gros kiff, je dois dire, de foutre sa tronche sur la région où on habite, c'est quand même pas mal. L'accrochage est pensé comme un plan de table, ces visages dialoguent entre eux au-delà de la mort. Et malgré le petit format d'étoile, la puissance est là. Pendant ma visite, une lumière presque divine venait frôler les tableaux comme pour appuyer leurs propos. Un tableau pourtant se détache. Celui de sa mère. Quand Anaïs a commencé à le peindre, elle s'est retrouvée incapable d'imaginer sa mère morte. Finir cette toile, c'est pour elle une manière de tendre vers l'acceptation, d'apprivoiser l'insupportable. Pour moi, elle est la peintre de l'amour. Je me souviens de ses premiers portraits, presque tous consacrés à son compagnon, comme si peindre autre chose était impensable. Puis la vie l'a amené à ouvrir son regard. Aujourd'hui, ses portraits portent toujours cette même intensité, ce même désir de garder vivants ceux qui nous échappent. De l'intensité des liens personnels à la géographie des territoires, la mémoire se déploie ici en images et en lumière. Avec Vagancia, Agnès Fornels nous propose une installation imaginée spécialement pour l'exposition qui s'étale au sol comme une carte imaginaire posée sur sa région d'origine. On y trouve des photographies qu'elle a prises du Portugal pour former un abécédaire à partir de lettres d'anciennes enseignes qu'elle a placées dans des caissons lumineux de récupération. Le mot vagancia, qui évoque autant l'errance que la paresse et qui sonne comme vacances en français, ouvre toute une réflexion sur la manière dont on habite les grandes villes et sur la façon dont la langue façonne notre perception de l'espace public. Une autre œuvre qui me donne envie de partir en vacances, celle du collectif Lova Lova, fondé en 2017 par Léa Magnin et Quentin Chantrel, réalise ici le portrait d'une Vierge à l'enfant revisitée, exposée sur une autre photographie de ciel bleu qui devient presque un fond peint. Évidemment inspiré par le duo d'artistes Pierre et Gilles, ce duo-là ne parle pas du tout des mêmes sujets et ne réalise pas les scènes dans un studio, mais bien en extérieur. Le portrait fait référence à Notre-Dame de Nazaré ou de Belém au Brésil, sauf qu'ici, l'enfant n'est pas tenu dans les bras, comme dans l'iconographie classique. Il est dissimulé, presque camouflé dans la mise en scène. En arrière-plan, un arbre fromager impose sa présence majestueuse. Si vous vous demandez si cet arbre produit du fromage, je vous invite à sortir de chez vous et d'aller visiter une ferme. En vérité, son nom pourrait provenir d'une déformation de l'expression forme âgée, inspirée par les reliefs du tronc évoquant des rides ou au fait que leur bois était utilisé dans la fabrication de boîtes pour les fromages. En tout cas, son tronc immense est symbole d'être l'axe du monde dans de nombreuses croyances. Ses racines profondes seraient connectées au monde des morts, tandis que ses branches, qui peuvent s'élever à plus de 40 mètres de haut, toucheraient celui des esprits. La prochaine fois que vous regarderez Avatar, pensez à cette œuvre. Ici, la France est aussi une jungle, un lieu de langue et de culture entremêlées. Les portraits du collectif s'inscrivent dans un univers tropical kitsch, volontairement théâtral, qui détourne les codes religieux et folkloriques pour en faire un acte de résistance joyeuse face aux normes identitaires. Du carnaval coloré, on passe au confetti délicat d'une réécriture poétique. Avec une relecture d'Ulysse dans la vallée, Mounir Alaoui interroge en douceur l'appropriation des récits dominants. Dans la vidéo, une jeune femme créole tourne les pages du roman de Balzac avant de les déchirer lentement, presque tendrement, jusqu'à les réduire en confetti silencieux. Ce geste, qui tient davantage de la caresse que de la destruction, n'a rien d'un autodafé. L'artiste nous invite à reconsidérer un pan du patrimoine littéraire classique, marqué par les normes sociales et raciales de son époque, et à l'examiner depuis les corps longtemps invisibilisés. À la frontière entre cinéma et documentaire, l'artiste déplace notre regard. Les confettis qu'il nous laisse voir ne sont pas seulement les restes d'un livre, ils deviennent fragments d'histoire à réinventer, graines d'une mémoire plurielle qui se disperse et se réapproprie l'espace. Par ce geste simple et poétique, d'autres voix, d'autres mémoires reprennent place au cœur du récit. S'il y en a un qui se raconte des histoires, c'est bien Alphonse Paul et les autres dans l'installation Juicy, pensée spécialement pour l'exposition, qui mêle nature morte, théâtre et pop art avec une touche décalée. Devant nous, un étal de marché de fruits géants, hyper coloré, presque trop appétissant, mais rapidement, si on s'approche, la peinture dégouline, ça devient bizarre. Derrière ce décor kitsch, des licornes se cachent comme un clin d'œil à un univers joyeusement débridé. L'artiste lui-même cultive le mystère de ses identités, masqué d'une tête de cheval, car ce collectif est fictif.
En jouant sur les codes de la surconsommation et du spectaculaire, il nous entraîne dans une installation où l'on peut devenir soi-même un personnage tout en réfléchissant à la saturation visuelle et aux illusions du capitalisme contemporain. En parlant de personnages, dans The Endless Goodbye, Prometheus, Léo Fourdrinier orchestre une rencontre saisissante entre mythologie et modernité. Un faucon, cerclé d'un soleil aveuglant, fond sur une moto rouge flamboyante dont la mécanique chromée est exposée, éventrée, une proie vulnérable, vestige d'un monde où sans humanité, elle ne servirait plus à rien, rebut de la société moderne. Cette machine, chère au commissaire d'exposition passionné de moto, incarne l'équilibre fragile entre vitesse, danger et tentation. Le cercle lumineux rappelle le soleil, et le saviez-vous, le faucon utilise la lumière du soleil pour se camoufler et éblouir sa proie, ce qui lui permet de fondre dessus de manière plus efficace et discrète. L'œuvre fait écho au mythe de Prométhée qui déroba le feu sacré aux dieux pour le donner aux hommes condamnés à subir chaque jour la morsure d'un aigle sur le mont Caucase. Ce mythe symbolise l'ubrissimène, cette folle démesure de vouloir s'élever au-dessus de sa condition. Ici, la moto n'est pas seulement un clin d'œil à Prométhée, mais aussi à la figure du motard, lui-même tenté par cette démesure de la vitesse et de l'équilibre précaire. L'installation se présente comme une archéologie du futur, un musée des vestiges d'un monde à venir où se mêlent mythes antiques et questions contemporaines. Si les fouilles archéologiques du futur devaient ressembler à quelque chose, elles ressembleraient peut-être aux formes concrètes d'Analia Vargas, qui réalise une archéologie du présent en mêlant peinture figurative et gravure chinées, partiellement immergées dans des blocs de béton et de plâtre. Ce contraste entre délicatesse artisanale et rudesse industrielle crée une tension entre le visible et le caché, le fragile et le solide. Ces assemblages interrogent la pérennité des souvenirs et des traditions, montrant comment les images et les objets du quotidien se transforment et se réinventent au fil du temps, révélant la complexité des identités et des histoires collectives. Entre mémoire collective et souvenirs personnels, les images se transforment, deviennent floues, comme dans un rêve où tout vacille doucement. Les aquarelles et encres de Chine de Julien Gorjard nous déstabilisent volontairement. Il part toujours d'une scène de vie ordinaire qu'il photographie avant de la reprendre patiemment en peinture. De loin, l'image paraît presque photographique, très précise, mais dès qu'on s'approche, tout se brouille, les contours se fondent, les couleurs se mêlent, comme si le souvenir lui-même vacillait. Il joue avec des effets de flash, des gros plans inattendus, des cadrages qui coupent les corps ou les objets à des endroits surprenants. Chaque décor, chaque lumière, chaque attitude ou texture est choisi avec soin. Julien Gorjard met ainsi en scène un quotidien qu'il transforme en fiction. Comme un réalisateur de cinéma, il construit ces images pour que la peinture et la photographie se rejoignent et que nos certitudes sur le réel se fissurent. Héloïse Barriol, à mi-chemin entre art, design et sculpture, et qui travaille l'argile comme une matière vivante, toujours en transformation. Elle s'intéresse à ce qui se passe quand la terre passe par le feu, quand l'émail se dépose, quand la cuisson modifie formes et couleurs. Ensemble pour exposition réunit des pièces pensées comme des corps en devenir, prêtes à être activées pendant l'exposition. Ces formes étranges, à la fois inspirées du végétal, de l'animal et de l'architecture, ne sont jamais tout à fait figées. Elles semblent attendre qu'on les déplace, qu'on les relie, qu'on invente autour d'elles une situation ou une rencontre. Ces sculptures hybrides questionnent notre rapport au temps, le temps long de la cuisson et de la métamorphose, le temps plus lent encore de la contemplation, et brouillent volontairement les limites entre œuvre et objet, entre artisanat et art. Une autre artiste qui se plaît à mélanger les disciplines, c'est Léa Barbazange, qui nous invite à travers Mi-Cap en Rose 2 à ralentir et à regarder autrement. Elle collecte, assemble, puis met en espace des matériaux naturels, végétaux, animaux ou minéraux, et ici c'est le mica qui capte la lumière. Elle travaille en collaboration avec le chercheur Sylvain Ravy, spécialiste des structures cristallines rares, pour explorer les propriétés étonnantes de cette matière. Inspirée par des motifs géométriques non périodiques, elle dispose chaque fragment avec une précision quasi scientifique, mais toujours avec une sensibilité de poète. À peine on bouge, et tout change. Les surfaces scintillent, les couleurs se déplacent. Entre art et science, avec un soupçon d'art cinétique, l'œuvre révèle la beauté cachée des éléments les plus simples. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire et fait surgir la beauté cachée des éléments qui nous entourent. Enfin, dernière artiste de cette visite, qui plus est également chorégraphe et performeuse, Annabelle Guéridra engage son corps comme un territoire de lutte, de mémoire et de soins. À la croisée de la danse contemporaine, des pratiques corporelles explorant la conscience du mouvement et des rituels afro-caribéens, elle fait émerger un langage viscéral qui porte la voix du corps politique des femmes noires et métisses dans les Caraïbes. Dans Mamie Sargassa, créée dans le cadre du projet Un Sargasse Moi, elle plonge littéralement dans un océan de sargasses, ces algues toxiques qui envahissent et étouffent les côtes caribéennes.
Ce geste n'est pas seulement une performance, c'est un risque physique, une traversée périlleuse qui devient acte de renaissance. Son corps nu se confronte à cette matière envahissante comme à un linceul, un lieu d'ensevelissement et de régénération. Elle y incarne une entité hybride, génétiquement modifiée, née en 2083, dans un monde ravagé par la colonisation et la contamination, survivante d'une île désertée autrefois appelée Martinique. Dans ce récit aux accents de science-fiction, elle plonge pour renaître, un motif récurrent dans les arts visuels où l'eau devient symbole de naissance et de transformation, et pour engendrer de nouveaux êtres hybrides, porteurs d'autres futurs possibles. La vidéo dure 13 minutes et déploie sa narration en 4 langues, créole martiniquais, français, anglais et espagnol, comme autant de strates de mémoire et d'histoire. On pense à ces figures de sorcières modernes qui brouillent les frontières entre magie, spiritualité et résistance politique. Chez elles, chaque geste devient invocation, chaque immersion une métamorphose et l'art se fait outil de guérison, d'affirmation et de futur à inventer. Que pensez-vous de ce riche tour de France ? Il est finalement assez évident si l'on explore un peu que l'art ne connaît aucune frontière et qu'il se mélange à travers des dizaines de cultures différentes. Et surtout, il est important de ne pas oublier que la France est riche de culture et de diversité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que grâce à elle vous avez découvert plein d'artistes dont je mets en description les comptes Instagram pour que vous suiviez leurs actualités. Merci infiniment à Alexandre le commissaire et au couvent des Cordeliers de m'avoir permis de réaliser cette vidéo que j'ai adoré écrire. N'oubliez pas de vous abonner à leur compte également pour suivre leurs prochaines expos. Si vous avez l'occasion de passer dans le coin, je vous rappelle que l'exposition se visite jusqu'au 21 septembre 2025. Et on se dit à bientôt pour découvrir de nouvelles expositions d'art contemporain.